colonnes au Palais Royal. Il est l'un des rares artistes français à connaître une carrière internationale. Alors, si vous aimez les rayures, la provocation et l'art contemporain, je vous invite dans Il ne faut jurer de rien à adopter la Buren attitude. Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. Dans un instant, vous allez pouvoir suivre l'examen de la proposition de loi sur le repos dominical. Hier, la discussion générale a été particulièrement animée. Les sénateurs de la majorité, comme ceux de l'opposition, s'étaient en effet mobilisés pour examiner ce texte polémique. Malgré des voix discordantes au sein de l'UMP, la majorité devrait voter ce texte conforme avec le soutien des voix centristes. Je vous rappelle que cette proposition de loi autorise le travail du dimanche dans les communes touristiques ainsi que dans les grandes zones commerciales de Paris, Lille et Marseille. Ce matin, la discussion reprend à l'article 2. Tout de suite donc direction l'hémicycle. Bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales, ainsi que dans certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires. Dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'article 2. Sur l'article 2, j'ai plusieurs demandes de parole. On peut commencer par notre collègue Monsieur Roger Madec. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous étudions ce matin est le quatrième texte de projet de réglementation du Code du travail. On notera l'acharnement du gouvernement à vouloir légiférer sur cette question. Le choix du passage en session extraordinaire pendant l'été n'est pas anecdotique, pas plus que la volonté d'un vote conforme ou la procédure accélérée. Le gouvernement ainsi que le président de la République se veulent de la rupture. Plutôt que de rupture, je parlerai de retour en arrière sur les grandes lois fondatrices de notre République. Nous voulons défendre un projet sociétal plus juste et moins inégalitaire. Force est de constater que cette proposition de loi conduira à l'inverse si elle est adoptée. Le repos hebdomadaire prend sa source dans la loi de 1906 qui établit une journée de repos hebdomadaire pour tous les salariés dans un objectif de protection de la santé. Cette loi de 1906, nous en retrouvons la substance de l'article 1 qui a été voté cette nuit. Mais derrière cette façade se cache un texte qui est une véritable chimère pour le salarié. Il s'agit d'un choix de société que nous voulons défendre, celui de la liberté du salarié. Les nombreuses dérogations que prévoit votre texte ne rentrent pas dans ce cadre et ne rentrent pas dans le choix de projet de société que nous voulons. À l'inverse, vous nous proposez une société basée sur l'injustice, les inégalités et la consommation. Une France à plusieurs niveaux face à une autre. Une France où l'on travaille le dimanche et une France où on le consommera sans vergogne le dimanche. Une France où les liens familiaux sont cassés par la loi du marché. Je vous le dis, nous ne voulons pas d'une société où l'on peut consommer 365 jours sur 365. Car loin de niveler les inégalités, ce texte va les accroître. Posons-nous cette question. Quels sont les salariés qui seront concernés réellement par ce texte? La réponse est simple. Ceux qui occupent des emplois rémunérés par des bas salaires, les temps partiels, essentiellement occupés par des femmes. Enfin, en bref, tous les emplois atypiques. Et à ce sujet, permettez-moi de m'arrêter. En ce moment, nous sommes confrontés à une flambée de la violence, notamment dans ce qu'on qualifie les cités. Pourquoi? Parce que bien souvent, les jeunes sont livrés à eux-mêmes. Et croyez-vous que les femmes seules, les enfants issus des familles monoparentales seront mieux encadrés quand les mères devront aller travailler le dimanche? Je ne le crois pas. Au cri de travailler plus pour gagner plus, vous nous parlez du pouvoir d'achat. Je vous prends au mot. Accepter les amendements qui obligent l'employeur à doubler le salaire horaire le dimanche. Naturellement, épargnez-moi l'argument, Madame la rapporteure et Monsieur le Ministre, qu'on ne va pas payer double les infirmières le dimanche, parce que les médecins et les pompiers. L'opinion publique et parfois les salariés eux-mêmes croient en général que le travail dominical implique le versement d'une majoration salariale et d'un repos compensateur. Cela est vrai, mais seulement dans le cas des 5 dérogations du maire et lorsqu'un accord collectif le prévoit. Je vous le rappelle, pour mémoire, la majoration salariale et le repos compensateur ne sont pas de droit. Lors de son discours de Rethel,
le 28 octobre dernier, le président de la République interpellait les maires sur les familles qui ont le droit, les jours où elles ne travaillaient pas, d'aller faire leurs courses dans les magasins qui sont ouverts et pas systématiquement fermés le dimanche. Moi, je serais tenté de dire à mes collègues sénateurs, maires ou élus locaux, pensez donc à ces enfants, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, issus des familles monoparentales, qui ont le droit aussi de participer à des activités autres que d'attendre le retour de leur mère ou leur père seul le dimanche. Léon Salto, rapporteur de l'avis du Conseil économique et social, consommation, commerce et mutation de la société, indiquait en 2007 que le dimanche doit rester un point fixe, structurant, permettant de se retrouver et de consolider la cellule familiale de plus en plus éclatée et dispersée. C'est aussi un temps privilégié pour les activités culturelles, sportives, ludiques, touristiques, associatives, la rencontre avec les amis, la disponibilité sociale au service d'autrui, donc le support de la cohésion de la société. Le texte préconiserait le volontariat. Monsieur le ministre, nous savons qu'il n'y a pas de volontariat dans le Code du travail, du fait de ce lien de subordination entre l'employeur et l'employé, de la précarité de l'emploi, de la faiblesse des salaires. Très peu de salariés pourront refuser de travailler le dimanche sans risquer de perdre leur emploi. 71% des salariés du privé pensent qu'ils n'auront pas la possibilité de refuser de travailler si leur employeur leur demande de le faire le dimanche. Alors, pensez-vous bien que dans les zones concernées par des dérogations administratives, l'accord entre l'employeur et les délégués du personnel seront dans un seul sens? C'est de cette France que nous ne voulons pas, cette France partagée entre ceux qui gagneront plus et ceux qui travailleront plus. Les conséquences seront désastreuses. Les zones touristiques, les zones à visée touristique et les périmètres d'usage de consommation exceptionnelle, la création de ces trois zones finiront par recouvrir presque la totalité du territoire et seront de facto applicables presque à l'ensemble des salariés. Vous considérez que seules 500 communes sont concernées. Nous, nous en dénombrons de 5 000 à 6 000. Le calcul est aussi simple que la loi est flou. Actuellement, notre pays compte 24,7 millions d'actifs et près de 7,4 millions travaillent le dimanche ou peuvent travailler le dimanche. Une fois la loi votée, à combien se chiffreront ces salariés obligés de travailler le dimanche? Alors je vous ai entendu cette nuit et hier après-midi avancer 200 000 personnes. Si c'est vraiment le cas, pourquoi faire une loi? Par ailleurs, une étude commandée par un de vos prédécesseurs, M. Renaud Dutreil, ministre du Commerce en 2006, pas suspect pour ses idées de pencher à gauche, concluait à la perte de près de 200 000 emplois dans les commerces de proximité en cas de généralisation de l'ouverture des magasins le dimanche. Face à cette hémorragie, comment survivront les commerces de proximité face à la concurrence des grandes surfaces? Et force de constater que, hélas, le petit commerce disparaît dans beaucoup de zones et ce petit commerce était un élément structurant pour les grandes villes mais aussi pour les zones rurales. Si vous cherchez des fêtes, regardez du côté des magasins d'ameublement suédois ouverts le dimanche. Qui peut s'aligner face à de telles entreprises? Il y aura un déplacement des chiffres d'affaires réalisés aujourd'hui par les petits commerces vers les grands groupes. Je serais tenté de dire que la proposition de loi que vous soutenez est une aubaine pour ces grands groupes de la grande distribution. Il est illusoire de penser que le consommateur va consommer plus. En effet, le pouvoir d'achat n'est pas extensible. Les achats dominicaux se substitueront à ceux effectués la semaine. Et Monsieur le Ministre, épargnez-moi l'argument déjà dit, déjà entendu. Je crois que vous êtes enseignant de formation, vous avez été longtemps ministre de l'Éducation nationale, vous n'êtes pas sans ignorer que la meilleure pédagogie, c'est que de répéter. Et je serais tenté d'essayer de vous convaincre. Si vous acceptiez un bon nombre de nos amendements, peut-être que nous pourrions réviser notre position sur le vote final du texte. Et surtout, si votre bonne foi n'est pas en cause, j'ose espérer que vous accepterez comme un amendement de mon collègue Café sur le statut dérogatoire que vous vouliez porter à la capitale de la France. Honnêtement, je ne comprends pas cette provocation dans ce texte. Bref, je ne vais pas anticiper sur le débat, je vous remercie. La parole est à notre collègue Madame Marie-Thérèse Hermange. Je rappelle que c'est 5 minutes. Voilà. Nous en arrivons donc à l'article 2 de ce texte, c'est-à-dire le cœur du texte, qui prévoit d'apporter des réponses à deux types de situations, clarifier le régime juridique applicable à certaines communes touristiques et offrir un nouveau régime dérogatoire pour certaines grandes agglomérations. Je sais que Richard Maillet et Isabelle Debré ont œuvré dans un souci de protection des travailleurs,
Mais en dépit du caractère rassurant de l'article 31-32-3 du Code du travail, selon lequel, dans l'intérêt des salariés, terme qui a été ajouté, le repos hebdomadaire est donné le dimanche, je peux m'empêcher de m'interroger sur le champ des dérogations. Représentant de la collectivité parisienne, comment d'abord admettre que Paris, ville touristique par excellence, ne soit pas sous le régime du droit commun et que le préfet de Paris décide à la place du maire, sans même que celui-ci ni son conseil ne soient consultés. J'entends, Monsieur le ministre, ce que vous avez dit hier, qu'aujourd'hui c'est le préfet qui décide. Mais récemment, nous avons voté une loi sur l'hôpital où il nous a été demandé, il y a un mois, de mettre l'assistance publique hôpitaux de Paris sous le régime du droit commun. Pourquoi dans certains cas, Paris doit relever du droit commun et dans d'autres, doit-il faire exception? Représentant des collectivités locales, je m'interroge aussi sur le déséquilibre territorial que risque d'introduire cet article, et ce à un double titre. D'abord, à terme, il risque de créer des inégalités territoriales, d'autant que l'ancrage des entreprises dans un territoire passe aussi par l'implantation d'entreprises à forte valeur ajoutée, qui ne seront pas forcément des grandes surfaces et qui devraient se faire dans des conditions adéquates à celles-ci. Par exemple, lorsque ces entreprises aujourd'hui ont des dérogations et qu'elles ne sont pas inscrites dans des zones touristiques et thermales, qu'adviendront-elles? Devront-elles fermer? Le travail du dimanche, tel qu'il est conçu dans ce texte, me semble rompre le principe d'égalité des entreprises entre elles et, en conséquence, risque de déséquilibrer dans le temps l'ancrage territorial de certaines entreprises. Il risque peut-être d'accroître aussi la désertification de certaines communes et contribuant à créer des villes dortoirs, supprimant alors cette place de rencontre qui était l'agora, que Rousseau, dans son discours sur l'origine des langues, nomme la fontaine, qui permit aux communautés de se rassembler et de faire miroir en sortant les hommes de leur isolement, et que d'autres nomment la paroisse. Pourra-t-on alors compter sur nos concitoyens pour nous aider à développer notre territoire, d'autant que dans ces villes, l'éclatement du lien familial et social sera manifeste, comme il est aujourd'hui, et que l'on n'aura pas créé une cité de l'hospitalité. Je m'interroge aussi sur les conséquences en matière de mode de garde pour les collectivités territoriales, car désormais, à n'en pas douter, les dispositifs de mode de garde seront nécessaires pour accueillir les enfants dont les parents, soit par choix, soit parce qu'ils ne pourront pas faire autrement, devront faire prendre en charge leurs enfants par une structure adéquate ou une assistante maternelle. Faudra-t-il alors que les collectivités locales ou parents en assurent la charge en la matière? Et si les structures n'existent pas, pourra-t-on déplorer que des enfants soient livrés à eux-mêmes? Et puisqu'il est question d'enfants, ne devons-nous pas nous demander si nous faisons acte de civilisation et de respect à leur égard? Ce risque, à plus long terme, c'est le rôle du politique de le soulever, de le nommer, et cela n'a rien à voir avec une peur panique face au changement. Enfin, Monsieur le Ministre, en faisant des dérogations le principe, c'est-à-dire autoriser le travail du dimanche, et du principe des dérogations, le travail dominical n'a plus à se justifier. C'est au contraire le repos dominical qui doit prouver sa justification. Justification d'être ce temps de rencontre avec l'autre. L'autre, certains l'écrivent avec un grand A. Et les chrétiens savent que le Christ les appelle à ce rendez-vous qui est le sommet de leur semaine. D'autres l'écrivent avec un petit a et le perçoivent comme un lieu de détente, de gratuité, de joie toute simple pour retrouver les siens ou de vivre des rassemblements familiaux, sportifs ou associatifs. D'ailleurs, souvenons-nous qu'au XIXe siècle, lors des débats houleux sur le dimanche, ce n'est pas le chrétien Ozanam qui défendit le repos dominical, mais aussi le socialiste athée Proudhon. À vrai dire, le principe du repos hebdomadaire protège la vie des familles et a pour vocation de se retrouver soi-même et de rompre la solitude. C'est un temps qui n'est plus celui de l'horizontalité, mais de la profondeur, tant il n'est pas guidé par des impératifs exclusivement économiques. Si dans les faits cet article de loi n'apporte pour l'instant par de grands changements, Nicolas About dit à juste titre, ni panacée ni poison,
il comporte, vous en conviendrez, Monsieur le Ministre, une modification qui porte sur le symbolique. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire, et je voudrais le dire aussi à mon président de groupe, que vous me voyez perplexe, car je n'ai pas l'habitude de déroger à la discipline de groupe. Je l'ai fait à 2 occasions dans cette Assemblée. Lors d'un article du texte sur la fin de vie et lors de la transposition d'une directive sur le médicament, dont je ne suis pas sûre que les uns et les autres nous avons pris la mesure de ce que nous avons voté à cette époque, qui permettait de faire de l'embryon un médicament. Oui, je suis perplexe aujourd'hui et je voulais le dire ouvertement devant notre Assemblée et devant notre président de groupe. Mais en même temps, Monsieur le Ministre, je voudrais vous remercier. Je voudrais aussi remercier Monsieur Maillet d'avoir inscrit cette proposition de loi paradoxalement. Car personnellement, elle m'a fait redécouvrir le sens du dimanche. Et je crois qu'à la vérité, le nœud finalement de la controverse ne réside pas dans tel ou tel interdit ou prescription, de savoir si demain ou non on va faire un homme quadi ou non, mais quelque part dans la vocation originelle du dimanche, qui est, me semble-t-il, de mettre l'homme en relation avec autrui. Je vous remercie de votre attention. Madame Annie David, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cet article 2 aura, entre autres, pour effet d'autoriser dans les zones et communes touristiques et thermales le travail obligatoire des salariés le dimanche sans contrepartie, ni financière, ni de repos compensateur. En effet, le travail le dimanche deviendra de droit. Mais plutôt devrais-je parler de zones de travail de non-droit pour les salariés, puisqu'il s'agira de zones dans lesquelles leurs intérêts ne seront pas respectés. Pour ces femmes et ces hommes au travail le dimanche, qui permettront aux touristes internationaux de venir dépenser leurs devises, il n'y aura rien, ni rémunération supplémentaire, ni repos compensateur, comme si, sous prétexte de satisfaire les aspirations commerciales de quelques-uns, notamment les plus fortunés, il fallait sacrifier les équilibres familiaux ou la santé des autres. Pourtant, chacun s'accorde à dire que les emplois de commerce provoquent fatigue et stress et que ces maux vont grandissant. Les salariés connaissent d'importants troubles musculo-squelettiques, douloureux pour les hommes et les femmes qui les subissent, mais dont les conséquences économiques sont importantes. Cela intéressera sans doute notre nouveau rapporteur général, Alain Vasselle. Mais d'après l'assurance maladie, les TMS sont la première cause de reconnaissance de maladies professionnelles. Ils ont engendré en 2007 la perte de 7,4 millions de journées de travail et 736 millions d'euros de frais couverts par les cotisations patronales. Ces effets néfastes, tant sur les comptes sociaux que sur la santé des salariés, auraient pu être mesurés par une étude d'impact que vous avez refusée et tout fait pour éviter, Monsieur le Ministre, avec votre gouvernement, en optant pour la voie d'une proposition de loi plutôt qu'un projet de loi. Aussi, au regard du travail obligatoire dans les zones touristiques, le second alinéa de cet article 2 qui prévoit, je cite, « Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche, prend un goût amer. Faut-il encore que l'intérêt des salariés ne vienne pas contredire les intérêts économiques et ceux de la loi du marché ?» Lors de la discussion de votre rapport, Madame Debré, vous nous avez présenté le principe du repos dominical comme un principe ancien. Madame Procaccia, quant à elle, a parlé de dispositions ringardes, voire archaïques. Nous considérons au contraire qu'il est d'une grande modernité face à un principe encore plus ancien, celui de la domination de l'économie sur l'humain. Ce qui est daté, bien au contraire, c'est le retour que vous nous proposez à la loi de 1802, permettant aux employeurs de choisir le jour de repos de leurs salariés en raison des besoins de productivité.
Mais au-delà de ces considérations d'usage et de santé publique, votre refus de rémunérer celles et ceux qui travailleront le dimanche dans les zones touristiques et thermales est une preuve de votre volonté de banaliser le travail dominical. Vous voudriez faire de cette journée de travail exceptionnelle une journée de travail comme les autres, du moins dans les zones touristiques pour commencer, et justifier ainsi l'absence de compensation par des besoins structurels. Je le dis avec force, les salariés de notre pays qui, par leur travail, permettront aux entreprises ou aux établissements d'accumuler de la richesse doivent pour le moins en bénéficier. Il est vrai que pour vous, cette rémunération peut être prévue dans les conventions collectives. À vous écouter, il faudrait demain, sous prétexte d'une plus grande liberté pour les salariés, supprimer le Code du travail et l'ensemble des protections collectives au bénéfice de la seule négociation de gré à gré, votre fameux gagnant-gagnant. Dire cela, c'est méconnaître profondément le monde du travail et les contraintes qui pèsent sur les salariés liées par un lien de subordination à leurs employeurs. Ou bien, c'est vouloir les tromper, car ce sont les employeurs qui sortent vainqueurs de ces négociations gagnant-gagnant, et vous le savez bien. Enfin, je voudrais vous mettre en garde, ou tout au moins vous alerter sur les conséquences judiciaires de ce texte, qui seront de deux ordres. Tout d'abord, vous affirmez, Madame la rapporteure, que ce texte renvoie pour la définition des zones touristiques à celle donnée par le Code du travail. Or, la rédaction proposée, en recourant à la notion de zone d'intérêt touristique, telle qu'utilisée dans le Code du tourisme, et j'ai vérifié, c'est bien une notion qui est dans le Code du tourisme, sera source d'ambiguïté pour les préfets et de contentieux devant les tribunaux administratifs. Aussi, afin d'éviter que les contraintes qui pèseront sur les salariés déjà trop nombreux des quelques 500 communes reconnues touristiques au sens du Code du travail ne s'étendent aux salariés des 5000 communes reconnues touristiques au sens du Code du tourisme, nous avons déposé un amendement qui permettra à votre majorité d'affirmer sa volonté de ne pas étendre le travail du dimanche et au préfet de s'appuyer sur cette rédaction pour les futures désignations. Enfin, la distorsion des droits des salariés que vous créez dans ce texte aboutira aussi à contentieux. Comment accepter que dans une enseigne nationale implantée dans différentes zones touristiques, puces ou bien ailleurs sur notre territoire non couvert par une zone spécifique, les contreparties accordées aux salariés soient différentes? Cela a fait l'objet de notre motion d'irrecevabilité et malgré vos arguments qui ne m'ont pas convaincu, je persiste à dire qu'il y aura discrimination entre les salariés à l'issue de ce texte. La parole est à Madame Isabelle Pasquet. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, avec cet article 2, nous en arrivons au cœur de cette proposition de loi. Celui qui organise la généralisation du travail le dimanche. Cet article est tellement central qu'il constituait à son origine l'article unique de la proposition de loi du député Maillet. Ainsi, sous couvert de faire cesser une situation complexe reposant sur de nombreuses dérogations, 180, le député Maillet a-t-il proposé de revenir à une règle datant de 1906, instaurée pour protéger les salariés et les ouvriers. Une protection qui recueille aujourd'hui encore le soutien d'une majorité de nos concitoyens, puisqu'ils sont 55% à refuser le travail du dimanche. Mais en lieu et place d'une loi de simplification, nous débattons aujourd'hui d'une loi qui apportera encore plus de troubles, faire naître d'importants contentieux alors même que l'un de ses principaux objectifs était de régulariser la situation des centres commerciaux de certaines villes, le plan de campagne en tête, régulièrement condamnés par les tribunaux administratifs. En ce sens, et c'est clair, cette PPL s'apparente à une prime aux délinquants, une loi d'amnistie. Déjà, les entreprises condamnées ne montraient pas leur empressement à payer leur amende. Il faut dire que la justice ne montrait pas non plus beaucoup de rigueur pour exiger ce qui est dû. Comment voulez-vous nous faire croire que les entreprises hors la loi hier, voire même condamnées, ne vont pas s'estimer dans leurs droits avec effet rétroactif, et donc encore moins inclines à payer leurs dettes? Comment va faire l'État pour exiger de ces entreprises de répondre de leurs responsabilités intérieurement à cette loi? Votre gouvernement, Monsieur le Ministre, qui ne cesse de durcir les sanctions, notamment à l'égard des récidivistes,
n'hésite pas ici à soutenir une proposition de loi concoctée, faite sur mesure pour une minorité de magasins appartenant très souvent à des grandes enseignes. Pour ce faire, vous créez les puces, les périmètres d'usage de consommation exceptionnels, dans lesquels le travail le dimanche sera généralisé et légalisé, ce qui permet aux centres commerciaux de Val d'Oise et de Plan de Campagne de réintégrer la légalité. Cette réintégration justifie selon vous une loi d'exception, ce que nous ne pouvons accepter. Vous avez même affirmé durant l'examen de cet article 2 à l'Assemblée que pour vous, les Français doivent travailler plus. Bel aveu de votre défiance à l'égard de nos concitoyens qui, justement, touchés par le chômage et les temps partiels imposés, ne demandent qu'à travailler. C'est d'ailleurs très souvent le cas des hommes et des femmes, et majoritairement des femmes, qui travaillent le dimanche précisément parce que leurs revenus hebdomadaires ne leur suffisent pas à vivre dignement. Alors justement, vous vous appuyez sur cette situation de précarité pour justifier votre PPL, un peu comme si les salariés de notre pays devaient accepter toutes les déréglementations, la perte de tous leurs repères, l'anéantissement de tous leurs droits pour avoir la possibilité de gagner quelques euros de plus. Et encore, nous n'aurons pas le droit, dans les puces eux-mêmes, à une majoration de salaire. Seuls les nouveaux salariés, ceux embauchés dans un puce après l'adoption de cette proposition de loi, auront droit au repos compensateur et percevront pour ce jour de travail une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. À moins qu'un accord collectif ne vienne prévoir des contreparties inférieures à celles prévues légalement. Indéniablement, cette inversion de la hiérarchie des normes dessert les salariés et permet aux employeurs de s'aménager les lois à leur mesure. Quant aux salariés contraints de travailler le dimanche dans les zones et villes touristiques, ils et elles n'auront tout simplement droit à aucune contrepartie au motif qu'ils et elles n'auront pas été volontaires pour travailler le dimanche. Eh bien, c'est précisément parce que ce travail s'apparente comme une contrainte supplémentaire subie par les salariés qu'il faut organiser une réelle compensation. Ainsi, au final, entre les salariés des puces embauchés avant et après l'adoption de cette loi, les salariés des zones touristiques, les dérogations accordées 5 dimanches par an par le maire, secteur où le travail dominical est permanent et les 180 dérogations qui résisteront à cette loi, la législation en sera d'autant plus complexe. Une seule certitude, si les actionnaires profiteront pleinement de cette législation, les salariés, eux, seront une fois encore les victimes d'une société assise sur le tout commerce. Merci. La parole est à Madame Bari-Zakiari. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la loi qui nous est soumise aujourd'hui porte mal son nom. Réaffirmant en théorie le repos dominical dans son article 1er, l'article 2 de cette PPL légalise de fait les infractions actuelles, étend le champ d'application des exceptions, contient des ambiguïtés problématiques. C'est par ailleurs un curieux procédé que d'affirmer